Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer le webinaire et les participants nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, le webinaire auquel vous allez participer est intitulé donc, Prévenir, promouvoir et accompagner la santé mentale des enfants et des jeunes des quartiers politiques de la ville, enjeux, défis et leviers d'intervention. Donc, c'est le deuxième webinaire du cycle 2025 sur la santé mentale dans les quartiers politiques de la ville. Donc ce cycle de webinaire, il a commencé au mois de mars avec un premier webinaire qui était sur la médiation en santé et la participation en santé et le lien que pouvaient avoir ces approches avec l'accompagnement sur la santé mentale des habitants des quartiers prioritaires. Et ensuite, on aura deux autres webinaires, donc un au mois de septembre et un au mois de novembre. Vous recevrez les informations prochainement. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour environ 1h30 jusqu'à 15h30. Voilà. Et donc on a Andrea avec nous, qui est notre chargée de communication et qui est là pour répondre à vos problèmes techniques ou logistiques. Donc si jamais vous avez un problème technique ou logistique, vous pouvez nous en informer dans les chats et Andrea se chargera d'y répondre. Donc moi, pour me présenter, donc je suis Eléa Pipo, chargée de mission pour le Centre de ressources politiques de la ville et cohésion territoriale d'Occitanie-Est, ville et territoire Occitanie. Donc les missions du Centre de ressources, c'est d'accompagner et de fédérer les acteurs de la politique de la ville en Occitanie, que ce soit les services de l'État, les agents des collectivités, des EPCI et leur réseau partenarial et associatif qui travaillent sur la politique de la ville, et de créer des espaces d'échange, de réflexion, de rencontres et de faire réseau. Donc ce webinaire est enregistré. Voilà, donc si jamais vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra. Un replay sera disponible sur notre site internet d'ici la semaine prochaine, ainsi que les diaporamas qui sont présentés et des ressources complémentaires. Donc aujourd'hui, on a décidé de traiter du sujet de la santé mentale des enfants et des jeunes des QPV, car c'est un sujet d'actualité dont on entend beaucoup parler actuellement et qui est au cœur des préoccupations nationales, notamment dans le cadre du dernier Conseil interministériel des villes qui s'est tenu au début du mois sur Montpellier, qui était dédié à l'émancipation et à la protection de la jeunesse, avec notamment un axe sur le renforcement de la prévention et de la prise en charge de l'accompagnement de la santé mentale des enfants et des jeunes dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, une des mesures qui a été présentée lors du Conseil interministériel des villes, c'est l'instauration d'un accueil psychologique dans les quartiers en lien avec les cités éducatives et les réseaux et les programmes de récité éducative existants. Donc ça, c'est une des mesures annoncées. Dans tous les cas, la santé mentale, c'est un sujet d'actualité, mais qui n'est pas forcément nouveau pour la politique de la ville. On se rend compte que les acteurs de la politique de la ville, ils traitent de ce sujet depuis un peu plus longtemps et par des entrées qui n'étaient pas forcément étiquetées santé mentale, mais pour autant, ce sont quand même des actions qui accompagnent la santé mentale des enfants et des jeunes. Donc, les objectifs de ce webinaire aujourd'hui sont multiples. Déjà, c'est de redéfinir quels sont les enjeux de santé mentale pour les enfants et les jeunes, en particulier pour ceux des quartiers prioritaires. Ensuite, de présenter et d'approfondir ce que sont les compétences psychosociales. Du coup, c'est une stratégie qui est reconnue comme efficace pour accompagner la santé mentale et de présenter la stratégie, le pilotage régional de la stratégie interministérielle sur les compétences psychosociales et de présenter du coup des initiatives sur deux territoires. Donc on aurait le territoire de Nîmes dans le Gard et de Montauban en Tarn-et-Garonne, et de voir comment certains dispositifs de la politique de la ville, comme les cités éducatives, donc qui sont plébiscités par le national pour avoir une place, un rôle particulier dans l'accompagnement de la santé mentale et des jeunes, mais aussi des acteurs tels que les maisons des adolescents. Donc on a une maison des adolescents qui est présente aujourd'hui, comment ils se positionnent sur ce sujet, et enfin des acteurs associatifs, et on a également la présence d'un psychologue. Donc, pour vous présenter plus en détail le déroulé de ce webinaire, il va être divisé en deux parties. Donc, en première partie, on aura des propos introductifs. Donc, je garderai la parole quelques minutes afin d'apporter des éléments de définition et d'éclairage sur la notion de santé mentale, la santé mentale des enfants et des jeunes, et faire un focus sur les enfants et les jeunes des QPV. Et ensuite, on aura la présentation de ce que sont les compétences psychosociales par Madame Benoît Vignol Cécile,
qui est coordinatrice régionale de projet et référente régionale compétences psychosociales pour promotion santé Occitanie. Et on aura ensuite Madame Stas Magali de l'ARS Occitanie, qui est chargée du programme Santé des jeunes 0-25 ans, qui nous présentera le pilotage régional de la stratégie nationale multisectorielle du développement des compétences psychosociales. En seconde partie, on aura la partie témoignage, donc avec 3 acteurs qui agissent sur Nîmes, donc Madame Garibou-Lucie, qui est coordinatrice de la cité éducative de Nîmes, Monsieur Rigoulot Philippe, qui est directeur de la maison des adolescents, et donc Monsieur Raïs Nazardine, qui est psychologue clinicien et qui intervient auprès de différents publics dans les quartiers politiques de la ville de Nîmes. Et enfin, on finira avec le témoignage de Bataille Élise, qui est chargée de développement pour une association jeunesse d'éducation populaire, donc les Francas de Tarn-et-Garonne. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat tout au long des séquences. Andrea se chargera de répertorier vos questions. On y répondra principalement à la fin du webinaire. Si jamais vous avez des questions pour Madame Benoît, on essaiera d'en prendre 2 ou 3 à la fin de son intervention parce qu'après, elle devra nous quitter. Donc, on va commencer par les propos introductifs. Alors, je vais commencer du coup par la définition de la santé mentale. Donc, on en entend beaucoup parler actuellement, donc je pense que vous êtes à peu près tous maintenant familiers avec la définition, mais bon, c'est bien de reposer un peu les bases pour le début de ce webinaire. Donc, l'enjeu de définir santé mentale, c'est d'éviter la confusion entre santé mentale et troubles psychiques ou maladies psychiques. Donc, quand on parle de santé mentale, il faut comprendre que c'est une composante qui est essentielle à la santé d'un individu. Elle fait partie de la santé globale d'un individu et on est tous concernés car nous avons tous et toutes une santé mentale. La santé mentale, ça va correspondre à l'état psychologique et émotionnel d'une personne à un moment donné. Donc cet état, il va fluctuer tout au long de la vie d'un individu, mais également tout au long de la journée. Et donc, on va privilégier une approche positive de la santé mentale. Si on doit s'accorder sur une définition commune, on peut prendre la définition qui est proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc je vais vous la lire, qui est l'état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de la communauté. Donc la santé mentale, c'est un continuum, comme je l'ai dit, qui va fluctuer tout au long de la vie des individus, entre en santé et malade. Donc ça va être entre état de bien-être et état de mal-être. Donc si on prend la définition globale de la santé mentale, on a 3 dimensions qui ressortent. Donc la santé mentale positive, qui va correspondre à l'épanouissement d'un individu, sa capacité à interagir avec les autres, son épanouissement. On va avoir la notion de détresse psychologique réactionnelle, qui correspond en fait à un état de mal-être qui peut être dû à un événement en particulier, mais qui ne va pas forcément durer dans le temps, ni nécessiter un accompagnement. Si jamais cet état de mal-être dure dans le temps, dans ces cas-là, il va pouvoir nécessiter un accompagnement psychologique, et ça peut être aussi un facteur, si ça dure dans le temps, enfin un déclencheur de troubles psychiques plus profonds. Et ensuite, on a la notion du coup de troubles psychiques ou maladies psychiques. Donc, si on prend toutes ces définitions ensemble, on peut avoir ce modèle de double continuum. On se rend compte, donc sur la ligne verticale, là, c'est la notion de santé mentale positive, entre une santé mentale qui est optimale, donc un état de bien-être, ou une situation de crise, donc un état de mal-être. Et qu'un individu peut présenter donc des troubles psychiques, des troubles de santé mentale, et pour autant être en bonne santé mentale car se sentir bien, ou alors si cette personne est en situation de crise, elle peut être en état de mal-être. Tout comme on peut être en état de mal-être sans avoir de troubles de santé mentale quand on traverse une situation difficile. Et enfin, on peut avoir une santé mentale optimale, donc c'est-à-dire sans troubles psychiques, tout en étant dans un état de bien-être, en sachant que, comme je l'ai dit, ça fluctue tout au long de l'individu. Donc, il y a différents facteurs qui vont influencer sur la santé mentale. C'est ce qu'on appelle les déterminants de la santé mentale qui sont de plusieurs ordres. Donc, on a les facteurs plutôt qui sont structurels et les facteurs sociétaux. Donc, ça peut être par exemple, comme vous voyez ici, la politique sociale et économique, donc les inégalités sociales, les politiques de l'emploi, etc. Ensuite, on a les facteurs sociaux et économiques. Et enfin, les facteurs individuels, en sachant que ces déterminants, ils n'ont pas tous le même poids. Donc,
les pourcentages varient selon les modèles, mais sur ce modèle-ci, on voit que ce sont les facteurs socio-économiques qui ont davantage de poids dans les déterminants de santé, suivis par les facteurs environnementaux. Donc, quand on parle de résidents politiques de la ville, on sait que ces résidents cumulent diverses vulnérabilités socio-économiques et donc on peut en déduire qu'ils peuvent présenter des déterminants de santé qui sont dégradés et donc des déterminants de santé mentale qui sont dégradés. Donc, on verra un peu plus en détail ensuite les caractéristiques des jeunes des quartiers politiques de la ville et en quoi les facteurs socio-économiques peuvent être un peu plus, ils peuvent cumuler davantage de vulnérabilité sur ces facteurs-là. Donc, quelques chiffres sur la santé mentale des enfants et des jeunes en général, pas seulement des quartiers politiques de la ville. Donc là, ce sont des chiffres qui sont issus d'enquêtes nationales qui ont été réalisées récemment pour vous donner un petit panorama. Donc déjà, on peut partir du constat que quand même globalement, la santé mentale des enfants et des jeunes, elle va quand même globalement bien, mais on a effectivement certaines jeunes qui sont en souffrance. Donc on note, ce qui est le plus important, c'est qu'on note une dégradation de la santé mentale des enfants et des jeunes depuis plusieurs années. Donc ça a été vraiment mis à l'agenda politique depuis la crise Covid-19, mais la dégradation de la santé mentale était déjà présente avant, c'est juste que la crise du Covid a vraiment mis en exergue ces problématiques. J'ai pris quelques données d'une enquête qui a été menée auprès de collégiens et de lycéens en 2022, donc l'enquête en classe. Donc on apprend que 21% des collégiens et 27% des lycéens déclarent un sentiment de solitude. 21% des collégiens et 58% des lycéens déclarent des plaintes somatiques ou psychologiques récurrentes. 14% des collégiens et 15% des lycéens présentent un risque de dépression. Et 24% des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Donc voilà, les sentiments de solitude, les plaintes somatiques, les risques de dépression, ce sont des indicateurs en fait d'une bonne ou mauvaise santé mentale. Et on voit que c'est notamment à partir du collège et du lycée que la santé mentale peut se dégrader. Ensuite, il y a une autre enquête qui a été menée, donc l'étude nationale ENABI menée en 2022. Donc ça, ce sont des questionnaires qui ont été passés à des parents et à du personnel enseignant. Donc ce sont plutôt les ressentis des adultes sur la santé mentale des enfants. Donc voilà, il faut prendre ces chiffres avec précaution. Donc là, on est plutôt sur les plus jeunes, de 3 à 11 ans. Et selon cette étude, donc, il y a 8% des enfants scolarisés en maternelle qui ont au moins une difficulté probable de santé mentale et 13% des enfants scolarisés en maternelle qui présentent un trouble probable de santé mentale. Ensuite, en 2024, il y a eu la consultation nationale des 6 à 18 ans d'UNICEF France. Donc, lors de cette consultation, un cinquième des répondants déclarent qu'il leur arrive tout le temps ou souvent de ne pas assez dormir ou de mal dormir. 22% des répondants déclarent être stressés ou angoissés, 14% d'être tristes ou n'avoir goût à rien, et 7,4% répondent qu'il leur arrive tout le temps de perdre confiance en eux, ou 13,8% que cela leur arrive souvent. Voilà, donc encore des facteurs qui influencent, qui sont des signes en tous les cas d'une santé mentale qui peut être dégradée. Hop, et enfin, donc je vous ai encore mis quelques rapports. Donc là, c'est plutôt sur la consommation de psychotropes. Donc on a le rapport Quand les enfants vont mal, comment les aider, qui date de 2023, qui a été fait par le Conseil de l'enfance et de l'adolescence, du Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Donc entre 2014 et 2021, la consommation de psychotropes chez les enfants et adolescents a augmenté de 48% et la consommation d'antidépresseurs a augmenté de 62%. Donc c'est plutôt ça, en fait, les chiffres qui doivent nous préoccuper, c'est vraiment le fait qu'il y ait une augmentation dans les dernières années. Et plus récemment, l'assurance maladie a également publié un rapport l'an passé qui montre une augmentation préoccupante de la consommation de psychotropes chez les 12-25 ans cette fois-ci, une augmentation de 60%. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les jeunes ont une bonne santé mentale, mais il y a des chiffres qui se dégradent et qui donc peuvent nous préoccuper. Si jamais on fait un petit focus sur les enfants et les jeunes des QPV, donc les derniers rapports, je vous ai mis toutes les sources en bas de la slide, vous y aurez accès, donc nous montrent que les quartiers politiques de la ville, ils sont moins dotés en professionnels de santé et ils concentrent une plus grande proportion de jeunes que les autres aires urbaines environnantes. Et donc, on a 39% des jeunes des quartiers politiques de la ville qui ont moins de 25 ans, contre 30%
dans les autres environnements urbains. Si on prend l'exemple du coup de l'Occitanie, on a 22,4% de la population résidente en QPV qui a entre 0 et 14 ans et 14,9% de la population qui a entre 15 et 24 ans. Et donc les jeunes des QPV, du fait de l'effet cumulatif des vulnérabilités, ils sont davantage fragiles, vulnérables face aux facteurs de risque d'une dégradation de leur santé mentale. Et il y a donc le rapport de Point Santé Ville de janvier 2025, donc qui est très récent, qui montre que les jeunes des milieux défavorisés se déclarent en moins bonne santé et consultent moins souvent les professionnels de santé. On se rend compte que dans les quartiers politiques de la ville, on a une proportion importante de personnes dites précaires ou défavorisées, car il y a 51% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté dans les quartiers prioritaires d'Occitanie, contre une moyenne régionale occitane de 17,5%. Donc on voit vraiment un écart important qui s'est creusé. Donc voilà, les quartiers politiques de la ville concentrent vraiment un fort taux de pauvreté. Donc c'est un des facteurs économiques en fait qu'on a pris pour cet exemple, mais on pourrait prendre également d'autres facteurs socio-économiques qui montreraient que la situation des jeunes elle va plus dégradée dans ces quartiers. Et donc l'étude ENABI que j'ai citée précédemment, elle montre justement que le niveau de vie, il joue un rôle important sur la santé mentale des enfants et des jeunes, car il y a 13% des enfants et des jeunes qui font partie des 20% des ménages les moins économiquement aisés, qui présentent des difficultés émotionnelles, comportementales, relationnelles et attentionnelles importantes, contre seulement, on va dire, 7% des enfants et des jeunes des 20% des ménages les plus aisés. Et on a également un rapport de la DREES de 2022 qui montre que le taux de gestes auto-infligés sont marqués par un fort gradient social, c'est-à-dire qu'ils sont plus élevés chez les personnes plus modestes. Voilà, donc ça, ce sont juste quelques exemples qui peuvent nous indiquer en quoi les jeunes des QPV seraient davantage exposés à des facteurs de risque d'une santé mentale dégradée. Donc, ce qu'il faut retenir de ces propos introductifs, c'est que la santé mentale des jeunes se dégrade, comme le montrent les chiffres, et donc il faut y prêter attention, que les jeunes des QPV sont plus à risque. Et donc, une des stratégies qui est reconnue pour favoriser une bonne santé mentale des enfants et des jeunes, c'est le développement des compétences psychosociales. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Benoît Cécile de Promotion Santé Occitanie pour nous en dire un peu plus. J'arrête le partage et je vous laisse partager votre écran. Et bonjour à tous. Pour le temps que effectivement je partage mon écran. Dites si c'est bon, parce que du coup, je ne vous vois plus. Alors oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, voilà, j'ai été présentée, donc je suis Cécile Benoît, je fais partie de Promotion Santé Occitanie et je suis là au titre de référente régionale sur la question des compétences psychosociales, en appui à la stratégie régionale mise en place par l'ARS Occitanie et Magalistas, voilà, auprès de qui je travaille. Et là aussi avec moi, donc c'est une présentation à deux voix et elle vous présentera plus précisément ce que c'est que cette instruction interministérielle de développement des compétences psychosociales et comment ça va se passer dans la région Occitanie. Donc, le temps nous est compté. Donc, voilà, ça vraiment une petite introduction à la question des compétences psychosociales que vous connaissez par ailleurs. Je ne connais pas votre niveau de connaissance de ce concept. Il y a un état de connaissance qui a beaucoup évolué ces derniers temps avec des référentiels. Donc, vous aurez les liens en 2022 par Santé publique France, récemment encore là en début d'année. Donc, les choses bougent beaucoup, l'état de connaissance évolue. Voilà, et nous évoluons en même temps. Donc, juste pour vous présenter Promotion Santé Occitanie, mais très rapidement, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a plusieurs objectifs, mais les deux principaux, c'est soutenir les démarches en éducation et promotion de la santé
avec un objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Et pour cela, on a différentes missions. On apporte un appui méthodologique aux porteurs de projets en santé, entendu en santé globale. Donc, on travaille avec les professionnels de tous les champs. On les forme, puisqu'on est aussi organisme de formation. On est là pour favoriser le lien entre les acteurs et les chercheurs. On fournit des ressources documentaires et puis on accompagne les politiques publiques. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui, puisque effectivement, on a un appui à la politique de santé de l'Occitanie. Et on conçoit aussi des programmes locaux et régionaux. Voilà, donc sur la question des compétences psychosociales, un schéma qui résume bien finalement la différence entre ce qu'on prévoit dans la vie, ce serait quelque chose de direct qui nous amènerait tout droit à nos buts, et puis la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. Euh, et donc, les compétences psychosociales, c'est une ressource pour faire face à tous ces obstacles de la vie. Euh, donc, on parle d'habileté ou d'aptitude. Euh, donc, ce sont des compétences individuelles de nature psychologique qui sont indispensables à la vie sociale, d'où les compétences psychosociales. Donc, c'est la capacité de mobiliser de façon pertinente un ensemble de ressources du domaine social, cognitif, émotionnel, dans une situation donnée, en rapport avec la personne elle-même, son environnement et son milieu de vie. Donc, on verra que, effectivement, vous avez parlé, Eléa, des déterminants de la santé. Donc, effectivement, nous, on travaille beaucoup à partir de ces déterminants-là de la santé mentale, mais la santé mentale fait partie de la santé. Donc, on travaille beaucoup sur la question des déterminants. Et on dit que les compétences psychosociales, c'est un déterminant des déterminants. C'est pour ça qu'on verra l'intérêt de travailler sur le développement des compétences psychosociales, c'est que finalement, on agit sur tous les déterminants. Voilà. Donc, c'est une façon, une approche globale, positive et transversale à beaucoup de thématiques et de problématiques. Alors, sur la définition actualisée, hein, je vous passe l'histoire en termes de compétences psychosociales. En France, c'est quelque chose qui a mis longtemps à émerger, alors que dans d'autres pays, ça fait bien longtemps que les compétences psychosociales sont travaillées, sont incluses dans les programmes scolaires, etc. Mais voilà, c'est un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques qui sont cognitives, émotionnelles et sociales, qui impliquent des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques qui permettent d'augmenter l'autonomie et le pouvoir d'agir, ce qu'on appelle empowerment, de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives. Donc, vous voyez, beaucoup de bénéfices et on va voir un peu plus loin, effectivement, quel est l'intérêt de travailler sur ces compétences psychosociales. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'acquisition des compétences, elle procure du bien-être physique et psychique. Elle permet l'insertion sociale ou socio-professionnelle et l'épanouissement personnel. Donc, vous voyez le lien avec la santé mentale, évidemment. Donc, dans la classification, dans le prolongement de la classification de l'OMS et en lien avec les nouveaux référentiels, on dit de 2022, on parle maintenant de 3 catégories de compétences psychosociales et de 6 compétences générales. Vous avez donc les compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Donc, les cognitives vont renforcer les capacités mentales de la conscience de soi, de choix et de résolution de problèmes. C'est ce qui est en lien avec l'esprit critique, avec la connaissance de soi, qui est en lien elle-même avec l'estime de soi, etc. Les compétences émotionnelles favorisent la régulation des émotions et du stress. Et les sociales permettent de développer une communication et des relations constructives. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les compétences parce que je n'ai pas le temps. Mais j'en profite pour vous dire que voilà, on peut être un appui en forme et on est un appui aux acteurs de terrain sur la question. Donc, vous pouvez me solliciter ensuite si vous êtes intéressé à la question, mais si vous voulez un peu plus d'éléments, dans mon diaporama, il y aura voilà, le détail.
Cette diapositive pour faire le lien finalement entre ben, les compétences psychosociales et la santé mentale. Donc c'est effectivement une diapo qui est issue du psychome, le cosmos mental, mais vous voyez que ben, dans notre euh, cosmos mental, il y a cette fusée qui est nous, et puis il y a des obstacles, des ressources. Et les obstacles sont collectifs et individuels. On a vu les différents déterminants de la santé, hein, mais les ressources sont aussi individuelles et environnementales. Tout ça pour viser un équilibre psychique. Donc, nous avons tous une santé mentale. La santé mentale est dynamique, même au cours d'une journée, c'est ce que on vous a dit auparavant. Et il est surtout possible d'agir dessus. Et les compétences psychosociales, renforcer ces compétences ou les développer, c'est renforcer sa planète ressource. Donc, c'est effectivement agir sur notre santé mentale et notre bien-être mental. Ben là, vous avez, ben, comme ont été évoqués, les déterminants de la santé mentale. Vous avez le lien de ces déterminants avec les compétences psychosociales des enfants et des adolescents. Donc, il est possible hein, de les renforcer, de les développer dans un certain cadre. On a tout un référentiel et une démarche qualité à observer hein, pour avoir un effet bénéfique. Donc, vous voyez, la question des environnements aussi favorables, ça ne dépend pas que de la personne. Hein. La responsabilisation de la personne, c'est un peu le risque qui pourrait être lié au développement des compétences psychosociales. C'est ben, où tu les développes ou tu ne les développes pas, et c'est de ta responsabilité. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que l'environnement a un fort impact, que ce soit ben, l'environnement des parents, des enseignants, du sport, enfin tous les adultes hein, qui sont en lien avec l'enfant, et on peut aller encore plus loin sur la question des déterminants hein. Au niveau, ben là, il y a une politique interministérielle qui est en train de se déployer. C'est la première fois qu'en matière de santé, 10 ministères vont signer une stratégie hein, nationale qui se déploie dans toutes les régions. Donc voilà, il y a un message fort aussi autour de ces compétences psychosociales actuellement. Je passe vite, donc, mais sur les effets, vous voyez, il y a l'amélioration du bien-être, alors des enfants et des jeunes, hein, mais on peut on peut l'élargir bah, à tous les publics, hein, parce qu'on peut développer les compétences ou renforcer les compétences des personnes âgées hein, aussi. Donc, il y a la réduction des symptômes de difficulté mentale, diminution de l'anxiété, du stress, de la dépression, du retrait social. Donc, vous verrez hein, les détails, mais il y a l'augmentation des attitudes positives, parce qu'effectivement, on travaille à partir des compétences, donc des forces, voilà, de ce que les personnes savent faire, et on va les aider à aller un peu plus loin, mais en tout cas, voilà, c'est une approche globale et positive comme la promotion de la santé, ces valeurs sont très importantes. Et donc, vraiment, on est sur un travail autour des compétences. L'amélioration du climat de groupe, le renforcement du pouvoir d'agir, et notamment en santé, hein, avec la réduction des risques. On sait que travailler, développer des projets hein, sur les compétences psychosociales ont un effet sur la réduction des conduites à risque. Ont un effet sur la littératie. Alors, il y a une faute d'orthographe, hein, parce que littératie, c'était à la fin, mais en tout cas, c'est permettre d'améliorer l'accès à l'information, mais pas que l'accès à l'information en matière de santé, mais c'est comment je m'approprie cette information, comment je considère que cette information elle est valable pour moi, comment j'évalue hein, qu'elle est valable pour moi, et voilà, et comment je mets en œuvre les recommandations que j'ai pu que j'ai pu lire ou apprendre en matière de santé. Et puis la question de la santé globale, meilleure santé globale, mentale et physique. Vous avez un axe sur l'amélioration de la réussite scolaire, donc ça c'est quelque chose qui parle aussi beaucoup aux parents, aux enseignants, mais les performances éducatives. On parle aussi de l'amélioration du climat scolaire, hein, par exemple. Mais en tout cas, l'amélioration de la réussite scolaire a été montrée
à de multiples reprises. Et puis l'amélioration de la satisfaction professionnelle des encadrants ou des professionnels, ben, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration dans les relations, hein, que ce soit parents-enfants, parents-professionnels, l'amélioration de la qualité de vie. Donc c'est vrai que voilà, il y a des effets multiples. Et quand on travaille sur les compétences psychosociales de notre public, il ne faut pas oublier de travailler sur nos propres compétences psychosociales. Et c'est en ça qu'il y a aussi l'amélioration des relations. C'est parce qu'il y a un travail aussi nous-mêmes, hein, sur nos propres compétences, notre propre gestion du stress, notre façon de communiquer, etc., qui influe bien sûr sur l'autre. Voilà, donc là, vous aurez hein, le schéma dans son entier sur les effets du développement des compétences psychosociales. Juste par rapport à cette nouvelle classification des compétences psychosociales, la grande nouveauté, c'est que l'état de connaissance nous dit actuellement que, en fait, ça se passe en deux phases. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qu'on appelle de base, finalement, qui sont la phase 1 de compréhension et d'acceptation, qui sont des compétences à développer avant de passer à un stade un peu plus élaboré de compétences qui vont concerner plus des compétences de régulation et d'accomplissement. Donc ça va guider aussi nos actions parce que finalement, quand on met en place un programme de développement de compétences psychosociales, on va commencer par la phase 1 et donc ça va déterminer sur quel type de compétences plus précisément on va travailler. Donc dans la mise en place des projets, c'est quelque chose qui va pouvoir guider les professionnels sur le type de compétences à prioriser en fonction des objectifs. Ben, alors, qui participe à renforcer les compétences psychosociales? Ben, tout le monde, en fait, tous les adultes qui sont les adultes et les pères hein, qui sont en lien avec les enfants et les jeunes, donc notamment les acteurs en position d'éducation, bien sûr, vont participer au développement des compétences psychosociales qui peuvent, euh, alors, je vais passer à la prochaine, mais euh, voilà, qui peuvent en fait se faire sur différentes formes finalement. On parle de l'informel, de l'intégré, c'est-à-dire que ben, on va intégrer la question des compétences psychosociales dans sa posture, une approche positive, le type de communication, écoute active, empathie, etc., etc. Donc, l'adoption de la posture, c'est très important parce que voilà, ça va être favorable bien sûr au développement des CPS en travaillant sur ses propres compétences psychosociales. Et puis aussi, il y a la mise en place de rituels. Donc, on est un peu plus dans ce qu'on appelle aussi l'informel. Voilà, c'est des rituels. Alors, je donne un exemple un peu simple, mais euh, souvent en classe, dans les petites classes notamment, ils donnent leur météo du jour, c'est-à-dire comment je me sens aujourd'hui. On parle de ses émotions, on exprime ses émotions. Voilà, les rituels sur les compétences psychosociales. Hein. C'est une façon aussi de les développer. Et puis, il y a des temps formels. Donc là, on est dans la construction d'ateliers, de programmes spécifiques, de séances plus formalisées, sur des temps dédiés, etc., etc. L'idéal, bien sûr, c'est de travailler, voilà, et de façon informelle et formelle, et travailler aussi sur ses propres compétences psychosociales quand on est un professionnel. Et puis, ben, pour les intégrer, il faut répondre aux critères de qualité des interventions sur les compétences psychosociales. Là aussi, il y a eu un petit peu en fait, d'évolution dans les documents publiés par Santé publique France. Je vous ai mis le tableau qui concerne les critères de qualité. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne sais pas lire qui est, mais je pense que je suis pas loin de devoir finir. Peut-être que vous pouvez me dire combien de temps il me reste? Oui, il vous reste environ encore 5 minutes. 5 minutes. Bon.
Donc, vous voyez, en fait, ce sont en fait, ces critères de qualité, en fait, ce sont des critères qui ont été extraits de tous les programmes probants, c'est-à-dire des programmes qui ont été évalués scientifiquement et qui ont montré leur efficacité en matière de compétences psychosociales. Et donc, Santé publique France en a extrait, en fait, les critères qui sont indispensables pour se dire que si on les suit, si on les met en œuvre, on va avoir un effet positif sur les compétences psychosociales. Et ça, c'est intéressant. C'est de se dire, bon, voilà, alors il y a les projets, il y a la réalité des projets, il y a le projet idéal, on est d'accord, mais en tout cas, il y a des indispensables, euh, des critères, des projets. Et ça nous sert aussi hein, à évaluer à auto-évaluer pour certains la qualité des projets et puis les axes d'amélioration. Mais l'efficacité, voilà, elle est synonyme de qualité et la qualité, bon, il y a des démarches hein, qui sont importantes à mettre en œuvre, comme être formé en tant qu'intervenant. euh, et puis, être accompagné, supervisé éventuellement, faire ce travail sur ses propres CPS. Et puis, les activités doivent répondre à un certain nombre de critères dans le temps. On ne fait pas d'actions ponctuelles qui ne servent à rien, etc., etc. Et puis, ça concerne l'environnement aussi, social, physique, qui est important, favorable au développement de CPS. Donc, tout un tas de critères à prendre en compte quand on met en place des projets et qui vont être garants de l'effet que peuvent avoir nos actions, parce qu'on se demande souvent en éducation, en promotion de la santé, quel effet on a. C'est pas un effet immédiat. Hein. L'éducation, voilà, on voit souvent les effets sur du moyen ou long terme. Donc l'évaluation des effets et de l'impact hein, est compliquée euh, à mettre en œuvre. Il faudrait suivre des cohortes, etc., ce qui est difficile pour les porteurs de projets comme nous. Mais par contre, on sait que si on respecte ces critères, voilà, on va avoir un effet positif. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà. Alors pour aller plus loin, je vous ai mis des ressources hein, en termes de sites. Sur notre site, le site de promotion santé Occitanie, il y a une page dédiée aux compétences psychosociales avec tous les documents aussi associés. Vous avez une frise sur l'historique du développement des compétences et puis tous les référentiels euh, voilà, qui ont été faits par Santé publique France. Vous voyez, le dernier euh, date de mars 2025, donc c'est très récent. Alors, je ne sais pas il y a des questions, si j'y réponds maintenant, ou on laisse peut-être Magali Stas parler de la stratégie, et puis je reste Oui, 10 minutes de plus, si vous voulez. oui, de toute façon, Oui, tu fais passer oui, le oui, voilà, PowerPoint, s'il te plaît. c'est ça. Et après, si tu dois t'en aller, je pourrais peut-être répondre aux questions ou revenir vers toi après. Oui, 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 voilà. Bon, pour l'instant, je peux rester un tout petit peu plus. D'accord. Merci Cécile pour cette introduction et merci pour cette invitation. Donc Magali Stas, je suis donc référente santé des jeunes à l'ARS Occitanie dans le service de prévention. Et donc, je suis en charge de copiloter l'instruction interministérielle des CPS avec l'éducation nationale, puisque c'est un copilotage. Donc, cette stratégie interministérielle, c'est quoi? Vas-y, Cécile. Voilà. Donc, c'est 10 secteurs impliqués, comme vous l'a dit Cécile, santé. Ah, on t'entend plus, Magali. J'ai un petit souci avec mon ordinateur, mais il s'éteint de temps en temps. Donc, je répète, 10 secteurs impliqués, comme l'a dit Cécile, santé, prévention, éducation nationale. Oh, c'est possible. L'enseignement agricole, l'enseignement supérieur, l'éducation populaire et vie associative, la formation professionnelle, la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, la cohésion sociale et la ZEU, le sport et le nouveau partenaire qui est arrivé en 2023 était le ministère de la Culture.
Il y a donc cette stratégie nationale est valable, donc elle date de 2022 et elle est valable normalement pour se mettre en place jusqu'en 2037. Donc, comme vous pouvez le voir, 15 ans, c'est la première fois donc il y a une instruction pour 15 années. Et donc, pour couper ces 15 ans, il y a des feuilles de route sectorielles quinquennales qui sont attendues, qui ont pris du retard avec tout ce qui s'est passé au niveau du gouvernement. Et donc, du coup, nous attendons encore toutes les feuilles de route qui devraient sortir dans un document unique. Là, en 2025, elles sont vraiment, il y en a certaines qui sont sorties, comme pour, par exemple, la PJJ, la ZE, et puis les autres vont arriver très, très prochainement. Slide suivante. Donc, l'ambition de cette stratégie, c'est de permettre à tous les enfants de développer leurs compétences psychosociales dès le plus jeune âge. Ça, c'est très important. On a tendance à beaucoup aller au niveau de l'éducation nationale, par exemple dans les collèges, et donc on oublie d'aller chez les plus petits. Et pendant toute leur croissance et dans tous les milieux de vie, ça aussi c'est très important, cette instruction ne concerne pas que l'éducation nationale. Donc, comme je vous le disais, ça a pour objectif de définir pour les 15 prochaines années un cadre commun à tous les secteurs, donc ça aussi c'est assez unique, et qui inclut les étapes et les moyens à mobiliser afin que cette génération 2037 soit la première à grandir dans un environnement continu de soutien au développement des CPS. Bon, on ne sera pas puisque malheureusement ça a pris un petit peu de retard. Et pour arriver à cette fin, il y a un changement d'échelle qui est nécessaire dans le développement des CPS suivant une offre universelle proportionnée. Slide suivante. Il y a plusieurs axes pour la mise en place de la stratégie. Il y a déjà le premier axe, c'est de confier au territoire l'animation et la coordination du déploiement des programmes du développement des CPS. D'accompagner les professionnels qui interviennent auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles. On n'oublie pas dans cette instruction les parents, en leur proposant d'acquérir des outils et les capacités qui permettent de développer les CPS, d'appuyer les interventions sur des données probantes, ou au moins sur tous ces critères d'efficacité dont vous a parlé Cécile, de mettre en place un système national de suivi et d'évaluation, et puis ensuite de mettre en place un cadre institutionnel pour que donc cette génération grandisse dans un environnement de développement continu des CPS. Slide suivante. Pour mettre en place ces axes, et entre autres le premier, un appui régional est un prérequis à la mise en place de l'animation départementale. Donc là, au niveau de l'Occitanie, donc nous avons le premier copil régional qui va définir la feuille de route régionale pour les 5 années à venir au mois d'octobre, avec donc, comme je le disais, les représentants de tous les ministères qui ont signé cette instruction, et donc en copilotage entre l'ARS et l'Éducation nationale. Nous avons également, nous, à notre niveau, travaillé, même si les feuilles de route ne sont pas sorties, de s'approprier l'instruction et les feuilles de route sectorielles, enfin, en tout cas, de s'approprier l'instruction et ce que sont les CPS pour vulgariser, pour diffuser, pour faire le plaidoyer des CPS et de cette instruction. Donc, nous avons beaucoup travaillé, donc avec Cécile Benoît, entre autres, auprès des acteurs, auprès des institutions pour expliquer l'intérêt de travailler les CPS et comment on allait pouvoir travailler tous ensemble. Nous avons mis en place aussi au niveau de toutes les associations, alors là, pour le coup, qui sont financées par l'ARS, de les faire accompagner sur leurs projets et sur la sensibilisation et la formation des intervenants au CPS et à ces critères d'efficacité. Ensuite, dans cet appui régional, il y aura également d'appuyer et d'organiser ces comités territoriaux. Alors, ces comités territoriaux, donc au niveau de chaque département de l'Occitanie, on est en train de les mettre en place. Certains ont commencé et c'est à partir de dispositifs existants, puisqu'on ne veut pas refaire des réunions et des réunions. Donc voilà, on travaille avec les autres services de l'État qui mettent en place déjà des réunions pour s'associer, pour parler des CPS, d'organiser une expertise technique pour venir en appui à ces comités territoriaux, donc en lien avec Promotion Santé Occitanie, mais également en lien avec tous les documents qui sont produits par Santé publique France et dont vous aurez aussi les liens pour aller voir. Et puis, on s'appuie sur des conventions qui existent déjà ou alors on construit des conventions en lien avec cette stratégie. Donc, par exemple, on a construit et réécrit la convention avec les 2 rectorats d'Occitanie
qui est guidée par cette instruction interministérielle. On travaille également avec une convention avec les maisons des adolescents, mais également avec la PJJ, etc., pour vraiment mettre ces CPS au cœur de nos actions. Donc, ce comité territorial, il va structurer une instance de coordination départementale. Donc, ils seront pilotés, comme je vous l'ai dit, par les ARS et l'Éducation nationale. Mais au niveau des départements, on rajoute le conseil départemental. Ce qui est, voilà, au niveau région, et au niveau national, c'est ARS, Éducation nationale. Mais au niveau des départements, on y rajoute le conseil départemental. Et puis, on va réunir, bien sûr, l'ensemble des partenaires qui sont impliqués dans le développement des CPS. Donc, quand je parle de l'ensemble des partenaires, vous imaginez bien il va y avoir du monde. Donc, voilà, chaque représentant et des associations et des institutions qui seront autour de la table. La première des choses de Scotter, ce sera déjà de mettre en place un diagnostic territorial partagé et puis ensuite un plan d'action pour décliner les feuilles de route sectorielles qui seront définies au niveau national et qu'on va recevoir, mais également de la feuille de route régionale et qui sera au plus près des besoins et des ressources du territoire. Bien sûr, vu l'ampleur de la tâche, il y aura des priorisations. Slide suivante. C'est bon, Il y c'était en a la plus. dernière. Ouais, D'accord. oui. Donc, juste pour rajouter aussi ce que l'on met en place, donc il y a des formateurs experts CPS qui sont mis en place au niveau national. On a un pôle de formateurs au niveau de la région Occitanie qui sont formés, qui seront agréés formateurs CPS experts. Il y aura un deuxième séminaire en fin d'année et là, ils seront agréés à ce moment-là. Et donc, c'est ce pôle de formateurs Occitanie que l'on réunit bien cette semaine, d'ailleurs, vendredi. On va aussi réfléchir à ce qui va être mis dans ces formations, puisque, comme vous l'a dit un petit peu Cécile tout à l'heure, il y a plusieurs choses. On a la sensibilisation au CPS, c'est-à-dire pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est, comment on va faire. Mais après, il y a la formation de CPS, c'est-à-dire comment je travaille mes propres CPS et comment je peux les travailler au quotidien. Et puis après, il y a tous les programmes. Alors, les programmes probants, qui sont des programmes clés en main, comme peut-être vous connaissez Prodage, GBG, j'en oublie. Enfin, bon, voilà, il y a des programmes, vous les retrouverez sur le site Sirena que vous a parlé Cécile. Mais vous avez également des programmes prometteurs. C'est des programmes qui répondent à tous les critères d'efficacité, mais qui n'ont pas été évalués scientifiquement, c'est-à-dire avec une cohorte pendant plusieurs années. Mais de toute façon, on sait que si on répond déjà à tous les critères d'efficacité que vous a montré Cécile, on sait déjà que nos programmes seront efficaces. Donc, on a plusieurs sortes de formations et donc il y a des formateurs experts nationaux qui vont ensuite former des formateurs régionaux et on va mettre en place en plus en cascade toutes ces formations pour former les gens non seulement au CPS, mais après à mettre en place des programmes qui répondent à des critères d'efficacité et qu'on ne soit plus, comme l'a dit Cécile, sur du one-shot dont on sait que ça n'a pas vraiment d'impact sur le changement de comportement. Le but des CPS, vraiment, c'est de pouvoir aussi changer les comportements. Et dans notre société, tout le monde dit qu'il faut changer les choses. Ce n'est pas toujours action-réaction. La prévention est importante, la prévention chez les tout petits. Et donc, en commençant par les tout petits, en n'oubliant surtout pas tout ce qui entoure l'enfant, les parents, mais aussi tous les professionnels qui encadrent ces enfants et, au quotidien et dans tous les milieux de vie. Voilà. Voilà ce qu'on voulait dire assez rapidement. On se tient bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire et vous aurez aussi mes coordonnées si vous avez besoin. Juste peut-être je peux rajouter, Magali, un petit point sur la formation parce qu'effectivement, je ne l'ai pas évoqué et c'est important. C'est que Oui. nous sommes organismes de formation nous aussi. Je fais partie du pool national de formateurs euh, avec 6 autres collègues de l'Occitanie. Voilà, donc 3 de promotion santé, nos collègues des CODES 30 et 34, voilà, qui sont restés en CODES, mais qui font voilà, partie de notre réseau, un collègue du planning familial 34 et un collègue de Léo Lagrange. Donc, on réunit avec Magali le pool de formateurs voilà, pour commencer à envisager comment va se décliner la formation des formateurs régionaux qui eux-mêmes formeront les professionnels, soit de leur secteur, soit de leur département. Voilà. Mais nous travaillons actuellement sur la question des niveaux de formation. Et on voit peut-être une petite vigilance, c'est que c'est un marché, hein, les compétences psychosociales actuellement. Donc on voit
nous-mêmes, on est énormément sollicités par des formateurs qui se disent experts CPS, voilà, pour faire partie du pool de formateurs, etc. Mais il faut bien voilà, dire que Santé publique France a une convention avec notre fédération, Fédération de promotion de santé, et que nous sommes totalement ciblés. Alors, avec d'autres, hein, mais en tout cas, sur la région Occitanie, c'est le cas pour déployer les formations. Et donc, on est en train d'établir des niveaux de formation qui vont correspondre à un niveau de compétence. Donc, tout ça est en travail, mais voilà, juste peut-être une petite attention sur cette question. La formation des formateurs régionaux va être faite par les formateurs formés par Santé publique France. Oui, Voilà. oui, Donc, on a, c'est vraiment voilà. très important parce qu'on a de plus en plus aussi d'outils sur Internet avec des vidéos, avec des choses voilà, qui passent et repassent sur les CPS. Voilà, utiliser un outil sur les CPS tout seul comme ça n'a aucun sens. Il faut être formé. Et en effet, nous avons beaucoup de gens qui se disent euh, formateurs CPS. Alors attention, nous on va être très vigilants là-dessus, mais en effet, on a des coachs de vie qui deviennent formateurs CPS. Donc voilà, nous on recommande de faire très très attention à qui peut proposer des formations CPS aux professionnels. Voilà, merci à vous. Bah, merci beaucoup, Madame Benoît et Madame Stas, pour vos apports sur les CPS, sur le pilotage de la stratégie et aussi sur les points de vigilance. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant à la partie témoignage et si jamais on a des questions sur les propos introductifs, on vous les fera remonter en fin de webinaire ou par mail. Donc, nous allons commencer par le témoignage du territoire de Nîmes, donc avec la cité éducative, la maison des adolescents et Monsieur Reis Nazardine qui est psychologue clinicien. Donc, je vais peut-être commencer par vous, Madame Garrigou. Donc, vous êtes coordinatrice de la cité éducative de Nîmes. Donc, peut-être que en quelques mots, vous pourriez nous rappeler ce que c'est une cité éducative. Donc, c'est un dispositif de la ville qui est plutôt plébiscité, voilà, pour accompagner la santé mentale des enfants et des jeunes. Donc, selon vous, quelle est la place et quel est le rôle d'une cité éducative sur cette thématique et qu'est-ce qui est mis en place au sein de la cité éducative de Nîmes pour la santé mentale des enfants et des jeunes? Donc bonjour, je me présente Lucie Garrigou, donc chef de projet de la Cité éducative. Donc quelques mots effectivement sur le dispositif Cité éducative, qui est un label de l'État piloté par la préfecture du Gard, l'Éducation nationale via donc l'Académie de Montpellier, la DSDEN, la Direction académique des services de l'éducation nationale du Gard, ainsi que la ville de Nîmes. Donc l'idée, c'est vraiment l'esprit, en tout cas des cités éducatives, c'est de tenter d'intensifier les prises en charge éducatives en direction des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Donc on est effectivement sur un public assez large, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire, hein, sur des périodes également larges. C'est vraiment cette idée de créer une grande alliance des acteurs éducatifs sur le territoire, dans les quartiers prioritaires, au plus près des jeunes et des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc parents, services de l'État, collectivités, associations et habitants. Le projet Cité éducative, il s'oriente autour de 3 grands objectifs qui guident son ambition et les actions que l'on va développer. Autour, donc les 3 objectifs, c'est vraiment cette idée de confronter le rôle, de conforter le rôle de l'école, là vraiment où on l'attend, une école attractive, rayonnante sur son environnement. Le deuxième objectif, c'est de promouvoir la continuité éducative, qui doit être organisée autour de l'école afin de construire effectivement un lien continu entre les parents et les autres adultes relais, j'ai envie de dire, qui contribuent à la réussite des plus jeunes. Et on voit qu'il y a une vraie, en tout cas sur le territoire nîmois, une vraie mobilisation des acteurs associatifs dans les quartiers qui est vraiment très précieuse et sur lesquels on peut s'appuyer pour effectivement tenter de conforter ce rôle de l'école et de promouvoir la continuité éducative. Et l'action Santé mentale que je vais vous présenter en partenariat avec la MDA et dans cette ambition
ambition là de vraiment assurer cette continuité et le travail du relais avec les acteurs de terrain. Et puis, le troisième objectif, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est vraiment cette idée de lutter aussi contre le déterminisme social, de permettre à ces enfants de s'émanciper, voilà, d'avoir aussi un maximum de chances pour s'élever. Et donc, c'est vraiment travailler avec les partenaires pour multiplier les opportunités d'ouverture et de mobilité sur le monde extérieur, sur le territoire évidemment, mais au-delà. On a beaucoup de jeunes ici dans les quartiers prioritaires qui nous disent, par exemple, on va à Nîmes, mais ils sont à Nîmes, ils habitent à Nîmes, mais effectivement, il y a cette idée de travailler sur ces représentations, sur les freins et les leviers qui existent au sein des quartiers, mais aussi en dehors des quartiers et sur la cité au sens large, la ville au sens large. Donc vraiment cet esprit, cette idée de la cité éducative et l'ambition qui est sous-jacente, c'est vraiment de travailler sur une alliance forte entre les acteurs, vraiment cette idée de se mettre tous autour de la table et de partager un projet commun, puisque chacun, que ce soit le département, la ville, l'État, l'éducation nationale, on travaille tous, œuvre tous chaque jour pour développer des actions en direction des jeunes. Mais l'idée, c'est vraiment là de co-construire un projet partagé où on part sur des mêmes orientations et où on avance ensemble pour créer ces leviers sur le territoire, c'est-à-dire que si demain les financements s'arrêtent, il puisse y avoir un héritage, il puisse y avoir encore des actions qui perdurent. Voilà, c'est vraiment cette idée d'héritage et de levier à faire, à construire sur le territoire. Donc effectivement, je parlais des trois pilotes que sont l'État, la ville et l'éducation nationale. Il y a évidemment le conseil départemental du Gard qui est partenaire fort de la cité éducative avec lequel on travaille d'une manière très étroite. Il y a la volonté aussi de travailler avec la CAF du Gard, effectivement sur des projets autour de la petite enfance. Vous avez vu, on est vraiment sur le projet 0-25 ans. Mais aussi d'autres partenaires. Très récemment, on travaille là avec la protection judiciaire de la jeunesse, voilà, sur une action ciblée autour des jeunes mineurs qui sont susceptibles de basculer dans des réseaux de trafic de stupéfiants, par exemple. Voilà, donc on est dans une démarche de prévention aussi auprès des plus jeunes, et la PJJ ou l'aide sociale à l'enfance travaille aussi avec nous sur ce projet. Donc rapidement, le projet de la cité éducative, il s'articule sur 6 axes qui vont se développer tout au long des 3 ans, puisqu'il s'agit d'un mandat de 3 ans, donc une convention que nous avons signée pour 3 ans, sur les 4 quartiers prioritaires de la ville de Nîmes, que sont Pissevin, Val-de-Gour, Chemin-Bas et Mas-de-Mingue. Ces 6 axes sont donc favoriser le développement langagier des plus jeunes. Donc ça, c'est particulièrement porté par la ville de Nîmes sur cette volonté d'accès à un travail autour du déchiffrement, de la vitesse de lecture, notamment auprès des CE1, CE2. Donc ça, c'est un projet qu'on développe. Donc l'idée, c'est vraiment de l'expérimentation. Donc on travaille sur un outil qui s'appelle Graphogame, qu'on a développé sur une première école et qu'on va progressivement, on va dire développer sur d'autres écoles des quartiers prioritaires. Le deuxième axe fort, effectivement, cause nationale, c'est la promotion de la santé mentale des jeunes. Donc, je vais vous parler un peu plus dans le détail juste après ma présentation. Le troisième axe s'oriente autour de la diffusion des valeurs de la République et de la citoyenneté, autour de rallyes citoyens que l'on organise au sein des collèges REP+, de la cité éducative. Donc des 4 collèges REP+. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'esprit d'équipe, le respect, la cohésion, le devoir de mémoire, la citoyenneté, tout en lien avec ces grandes thématiques. Le 4e axe, c'est renforcer l'aller vers pour inscrire les jeunes dans une pratique sportive régulière, puisqu'effectivement, on a pu constater qu'il y avait des jeunes qui n'étaient effectivement en marge d'une pratique sportive et qui pouvaient rentrer dans d'autres réseaux ou des choses plus ou moins inquiétantes. Donc, l'idée, c'est vraiment de capter ces jeunes et de les inciter effectivement à s'inscrire dans un club, à être dans cette dynamique de pratique de l'activité physique, j'ai envie de dire plus que du sport au sens strict du terme, mais l'activité physique. Et donc, on tente vraiment, mais ça aussi, c'est un enjeu de santé mentale, puisqu'on sait bien que la pratique du sport aussi, en tout cas de l'activité physique, peut aider sur la question de la santé mentale. Donc, c'est aussi un enjeu qui est lié finalement à notre thématique.
Le 5e axe, c'est améliorer l'orientation et l'insertion socio-professionnelle des adolescents et des jeunes adultes. On remarque effectivement de grosses difficultés, notamment sur nos quartiers prioritaires, avec une fracture sur les 16-25 ans de jeunes qui ont des difficultés effectivement à s'insérer socialement et professionnellement. Donc, on travaille notamment sur un projet avec la DETS. Dans les partenaires, on a aussi un gros partenariat avec la DETS du Gard pour travailler effectivement sur un projet pour favoriser, suite à la loi plein emploi, favoriser effectivement l'insertion, en tout cas impulser une dynamique autour de l'insertion socio-professionnelle des jeunes 16-25 sur nos quartiers. Et puis ensuite, effectivement, mon rôle, moi, en tant que coordinatrice de la cité éducative, c'est tenter effectivement de faire un peu la synthèse et de renforcer cette alliance partenariale existante, comme je le disais en introduction, est très forte sur les quartiers, mais essayer de la renforcer et de faire les ponts et des liens constants entre tout ce qui existe et ce qu'on peut, j'ai envie de dire, agrémenter, faire perdurer. C'est vraiment cette idée-là. Donc peut-être sur les 3 axes autour de la santé mentale. Donc comme je vous le disais, le conseil départemental a souhaité abonder dans l'enveloppe on va dire cité éducative et nous ont offert la possibilité de développer 2 actions autour de la santé mentale. Donc la première, elle va démarrer déjà. Il s'agit d'une permanence qui aura lieu entre les 2 quartiers, on va dire les 2 réseaux prioritaires au quartier des Amoureux à Nîmes. Il s'agit d'une permanence psychologique qui est proposée par une association qui s'appelle Aux 4 coins des mots, qui permet d'accueillir les jeunes de la cité éducative, donc des 4 collèges RED+, des écoles. Donc il y a 24 écoles dans la cité éducative des quartiers prioritaires, mais également les 2 lycées que sont Albert Camus et Voltaire, autour d'une permanence. Donc les jeunes, sur orientation avec un document qu'ils pourront remplir avec autorisation parentale, pourront consulter gratuitement cette permanence psychologique et avoir jusqu'à 4 ou 5 séances de suivi, jusqu'à orientation vers, si nécessaire, un cabinet libéral. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur cet accompagnement vers le soin si nécessaire. Puis, mais Nassar Raïs, qui est ici présent, pourrait en parler plus amplement. On va développer des ateliers autour de la santé mentale à la rentrée de septembre au sein des 4 collèges et des 2 lycées de la cité éducative autour de la santé mentale, de l'identité, de ce qui fait effectivement souffrance, prioritairement pour ces jeunes en quartier prioritaire liés à l'histoire, à la culture, tout ce qui peut être difficile et ce rapport à l'école, sur ces freins qu'il peut y avoir en lien avec la santé mentale. Et puis, via la Maison des adolescents du Gard, nous avons proposé au sein des associations de quartier et puis des associations aussi sportives, donc culturelles, des parents d'élèves pourront aussi par la suite y participer, à des sessions de formation au premier secours en santé mentale. Donc, il y en a déjà eu plusieurs qui se sont déroulées cette année. On va le faire perdurer l'année prochaine. L'idée, c'est de former un maximum de personnes ressources sur les quartiers pour effectivement être dans cette orientation, ce souci en tout cas de pouvoir orienter, accueillir en première instance, j'ai envie de dire, des situations qui peuvent repérer, en tout cas accueillir et orienter les jeunes après sur les dispositifs de droit commun, sur la MDA, sur le dispositif de permanence. C'est vraiment créer ce maillage à tous les niveaux, que ce soit les habitants, les référents de quartier avec ces personnes qui sont connues par les habitants. C'est vraiment créer cet effet un peu boule de neige et qu'on puisse parler de ce sujet-là le plus simplement possible et avoir cette possibilité d'orienter les jeunes plus facilement vers le soin si nécessaire. Voilà, je pense avoir fait la synthèse de ce que je voulais vous dire sur le projet de la cité éducative. Merci. Merci beaucoup, Madame Garrigou, pour votre présentation. Donc c'est vrai, moi ce que je retiens, c'est que les cités éducatives, elles offrent donc un cadre de coopération stratégique, de coordination des acteurs éducatifs du territoire et qu'elles ont bien un rôle complémentaire
sur les enjeux de santé mentale et non pas substitutif. Voilà, sur des territoires où on peut avoir parfois un déficit de droit commun ou une offre de santé qui se paupérise. Voilà, le but de la cité éducative, c'est vraiment de venir en complémentarité et de coordonner les acteurs du territoire. Donc nous avons Monsieur Riboulot Philippe qui est présent avec nous aujourd'hui, donc directeur de la maison des adolescents du Gard. Merci à vous pour votre présence. Donc c'est vrai que quand on parle de santé mentale des jeunes, un des acteurs qui est fréquemment cité, ce sont les maisons des adolescents. Donc moi j'ai plusieurs questions pour vous. Donc déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter peut-être l'approche de la maison des adolescents du Gard sur cette question de la santé mentale des jeunes? Quand on a discuté également pour préparer ce webinaire, on se posait la question de savoir est-ce que les jeunes des quartiers politiques de la ville vraiment poussent la porte de la MDA ou pas? Est-ce qu'ils arrivent à se saisir de ces actions? Et sinon, pourquoi? Et du coup, quelle est la réflexion un peu de la maison des adolescents sur ce sujet? Voilà, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Juste, je réagis à ce que vient de dire Madame Garrigou. Je viens d'entendre autre chose d'intéressant, il me semble, quand on lit la notion de la souffrance et la question de l'identité, finalement, et je livre ça à Nasser qui pourra jouer avec, j'entends souffrance, c'est-à-dire le sentiment de disqualification en dessous de la France, quoi. Et peut-être qu'on a à travailler sur le regard qu'on porte sur ce territoire comme des territoires de souffrance, en 2 mots. Les maisons des adolescents, d'une manière générale, sont des dispositifs qui sont pilotés au niveau national, avec un cahier des charges, un référentiel national, et qui sont dont le pilotage est confié aux agences régionales de santé sur les régions, qui se déploient en département. On a 125 MDA aujourd'hui en France, qui sont des dispositifs de prévention, c'est-à-dire qui interviennent très en amont, le plus possible dans le repérage et intervention précoce auprès des jeunes entre 11 et 21, voire 25 ans. Et elles sont constituées d'équipes mutualisées de professionnels qui sont issus de cultures professionnelles et institutionnelles assez différentes, qui font équipe dans un même lieu et qui cherchent à créer les conditions favorables pour qu'un adolescent s'autorise à franchir la porte et à se poser des questions autour de sa santé, de son mal-être, de ce qu'il traverse comme épreuve, comme difficulté, souffrance. Ces équipes-là essayent de manière concertée de proposer des accompagnements plutôt de courte durée, mais qui cherchent à répondre à l'ensemble des déterminants et des questions que se pose un adolescent pour éviter le cloisonnement et le saucissonnage, pardonnez-moi le terme, de la réponse et essayer vraiment de travailler à la complémentarité des réponses, parce que l'adolescence est traversée par beaucoup de questions, beaucoup de transformations, et c'est globalement qu'il faut entendre toutes ces questions-là. Donc c'est ce qu'on essaie de faire en MDA. Sur la question autour de la présence et de la manière dont on intervient sur les territoires des quartiers, c'est une vraie difficulté pour les maisons des adolescents qui sont donc plutôt des équipes assez complètes, mais contenues dans des murs, j'allais dire, d'où le terme maison, qui a ceci de rassurant, mais qui a aussi ceci un peu de paralysant ou de bloquant. Alors, c'est de moins en moins vrai, puisque beaucoup de MDA se dotent d'équipes mobiles, de cette capacité à aller au-devant auprès des adolescents. Le public des quartiers n'est pas le plus facile pour nous. On a du mal à le toucher dans la mesure où ce sont des territoires qui sont éloignés de plusieurs points de vue. Du point de vue géographique, ce qui est une vraie réalité. Petit appel à la ville de Nîmes donc sur les lignes de bus. Et puis du point de vue aussi des représentations de la question de la santé mentale, et ça Nasser en parlera beaucoup mieux que moi. On peut avoir des résistances d'ordre culturel sur la place de la santé, et notamment de la santé mentale, dans le processus adolescent et au sein de la famille. Donc il y a des tabous à lever, des représentations à lever, de la pédagogie à construire pour que les familles et les jeunes puissent se saisir de ces questions-là. Alors la démarche qu'on a engagée, nous, de ce point de vue-là, elle s'est construite en plusieurs étapes. On a une première période dans laquelle on a essayé de se faire connaître sur le territoire. On est allé beaucoup se présenter dans les établissements scolaires, on a créé des groupes de parole de parents, on a fait des actions de prévention dans les établissements scolaires, avec plus ou moins de participation, de réussite, et en tout cas le constat que derrière, ça ne génère pas forcément le recours de ces publics-là au dispositif Maison des adolescents. Donc il nous fallait penser à autre chose. On n'abandonne pas cette partie-là, il faut la continuer. À côté de ça, il faut renforcer ce mouvement-là. Et en ce moment, dans le cadre de la cité éducative, ce mouvement-là, il passe pour nous par le déploiement de la formation Premier secours en santé mentale,
Donc c'est une formation voilà, qu'on peut comparer à la formation premier secours tout court, hein, que vous connaissez peut-être, le PSC1, voilà, qui cherche à équiper n'importe quel citoyen d'une capacité à agir auprès d'une personne qui est en difficulté, alors physique sur le PSC1 et là plutôt psychique du coup sur PSSM. Voilà, comment on peut acquérir un certain nombre de connaissances de base sur des enjeux de santé mentale et se sentir mieux en capacité, mieux outillé pour agir auprès d'une personne que l'on rencontre et qui peut traverser une souffrance du côté de la santé psy ou de la santé mentale. Donc développer pour nous ces formations, ces modules de sensibilisation sur 2 journées auprès des publics des quartiers, qu'ils soient professionnels intervenants, qu'ils soient bénévoles associatifs, voire à terme des parents, ça serait très intéressant qu'on puisse avoir des parents aussi sur ces formations. Ça nous permet de travailler la question des représentations qui font barrage autour des enjeux de santé mentale, donc c'est très, très important, le premier point. Le second point, c'est que ça nous permet de prendre appui aussi sur le maillage local, c'est-à-dire que la Maison des Adolescents, elle existe depuis une quinzaine d'années. Il y a beaucoup d'associations dans le tissu des quartiers qui préexistent à la Maison des Adolescents, qui ont travaillé en grande proximité avec les populations, qui ont développé toute une expertise, j'allais dire profane même parfois, sur les besoins de ces populations, sur la manière d'y répondre, aussi des ateliers de cuisine, des ateliers de couture, des ateliers d'alphabétisation, des équipements sportifs, tout ce qu'on voudra, mais qui tous bénéficient de la condition sans laquelle rien ne se fait avec les adolescents, c'est la question de la confiance. Donc, parachuter une maison des adolescents dans un territoire où elle n'est pas repérée, pas connue, ça n'aurait aucun effet. Et c'est intéressant pour nous de prendre ce temps de la formation, de la sensibilisation, puisque ce faisant, on vient en capacité un peu les professionnels ou les bénévoles que l'on rencontre dans ces formations. On vient aussi les acculturer à des enjeux autour de la santé mentale, et ça devient moins étranger, et ça devient plus évident de pouvoir le parler de sa place d'acteur des quartiers auprès des populations locales, donc ce tiers de confiance qui permet que le message soit aussi reçu différemment, et ça c'est très très précieux pour nous. Donc il nous faut, deuxième message là, à l'État, il nous faut préserver vraiment ce maillage, ce tissu associatif à l'échelle micro-locale qui est absolument indispensable pour maintenir le lien avec les populations si on veut agir auprès d'elles. Le troisième effet, je m'arrêterai là, le troisième effet pour nous, c'est cet effet démultiplicateur, c'est-à-dire la tâche est immense, ça a été rappelé tout à l'heure par Madame Pipo, l'état de santé des adolescents est assez dégradé, on n'y arrive pas, on ne pourra pas tout faire tout seul, même si on se rassemble toutes les MDA, tous les psycho-libéraux, le secteur hospitalier, etc. Il y a beaucoup de travail. Donc faisons alliance avec le secteur associatif, faisons alliance avec les bénévoles, faisons alliance avec les parents, soutenons-les dans leur capacité à agir auprès des enfants, auprès des adolescents. Il y a beaucoup d'initiatives dans les quartiers. Nasser parlera peut-être des gilets roses. Il y a plein d'initiatives comme ça tout à fait intéressantes, de gens qui se mobilisent. Il suffit un peu de les outiller avec quelques éléments de connaissance pour qu'ils puissent incarner cet effet démultiplicateur et agir à nos côtés, chacun à sa place, à son échelle, mais tous se concerner autour de la préoccupation du mieux-être de ces adolescents, de ces jeunes sur les territoires. Et ça passera aussi, j'en termine juste par là pour vous livrer cette dernière idée, par une vraie continuité des actions de prévention dans l'espace public et dans l'espace privé. Moi, je suis assez convaincu qu'il nous faut continuer d'intervenir effectivement dans l'espace public et dans les établissements scolaires, etc. Si ça ne s'accompagne pas d'autres espaces d'action de prévention qui touchent la sphère privée, on met les enfants dans des injonctions paradoxales, dans des conflits de loyauté. J'entends ce message à l'école, j'entends ce message à la maison, et je suis en difficulté pour me situer. Et donc, je crois qu'on a vraiment intérêt à construire la continuité de nos actions et à réparer cette fracture entre l'espace public et l'espace privé. Merci beaucoup pour vos apports, pour vos réflexions. Ça fait une belle transition avec, je pense, l'intervention de Monsieur Raïs Nazerdine. Donc, vous êtes psychologue clinicien. Vous intervenez donc auprès de plusieurs publics résidents en quartier politique de la ville, notamment sur Nîmes. Vous intervenez auprès de la Cité éducative, de la MDA et d'autres associations. Alors, est-ce que vous êtes là? Bon, écoutez, en attendant, du coup, on va commencer à prendre des questions, en attendant que les problèmes logistiques se règlent.
Alors, peut-être une question pour Madame Stas de l'ARS. Comment se former au CPS et aux différents outils et supports permettant de les développer en tant qu'éducateur spécialisé? J'utilise des outils et des ressources, notamment Cholavi, mais je suis d'une certaine manière auto-formée. Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Promotion Santé Occitanie, c'est ces formateurs nationaux experts qui vont former des formateurs régionaux et ces formateurs régionaux iront rencontrer tous les professionnels qui s'occupent des enfants et des jeunes et qui iront mettre en place ces formations. Mais en attendant, il faut se rapprocher de Promotion Santé Occitanie qui font des formations, soit via le DRAPS qui est financé par l'ARS et ces formations sont gratuites, mais c'est juste une sensibilisation soit se contacter Promotion Santé Occitanie pour être formé. Alors, on a une question de Marlène sur bonjour, quels sont les financements pour tous ces projets? Alors, je ne sais pas exactement à qui vous posez la question, mais peut-être au niveau de la cité éducative et de la MDA, vous pouvez peut-être répondre sur les financements. Monsieur Rigolo est revenu vers nous. Monsieur Rigolo, il y a des questions pour vous? Pardon, excusez-moi, j'étais en train d'essayer de voir avec Nasser, ça marche pas. J'ai pas entendu du coup. C'est une question autour des financements pour les projets menés. Mais lesquels projets? Alors, peut-être que la personne peut préciser sa question dans le chat. Et Monsieur Rigolo, il demande si la MDA, elle est formatrice PSSM. Ah, donc oui, effectivement, on a formé 4 agents chez nous qui sont agréés formateurs PSSM. Et donc, pour nous, l'année 2025, elle est consacrée dans le cadre de la cité éducative à nous concentrer en direction des populations des QPV précisément, hein, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on a conventionné avec la cité éducative. À terme, on voit bien que le besoin il est multiple. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure autour de comment on travaille les représentations des personnes qui peuvent être parfois éloignées dans le jeu de la santé mentale, on retrouve la même dynamique du côté des élus. Et pour moi, PSSM, c'est un très bel outil pour accompagner les élus à travailler la question des représentations de la santé mentale et peut-être s'engager aussi dans des dynamiques autour de ces questions-là. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on a Monsieur Nègre qui lève la main. Est-ce que vous voulez poser votre question directement à l'oral? Oui, Anne-Marie Nègre, pardon. c'est pas grave, Oui, pas grave, je suis déléguée UNAFAM dans le Tarn et je suis aussi élue, ancienne travailleuse sociale, et je me questionne, alors je dis UNAFAM d'abord parce que la pérédance et l'expérientiel, et je trouve que, comme un peu à ATD Carmonde, quand on va chercher les pauvres pour leur demander de définir la pauvreté, ils nous sont très utiles. Et par rapport à la santé mentale des jeunes, je trouve très intéressant effectivement que PSSM aille aussi vers les jeunes, parce que ce sera les meilleurs ambassadeurs. Comme à l'UNAFAM, les parents, les proches sont les meilleurs ambassadeurs voilà, du devoir de connaissance, de formation, d'information du parent pour qu'il communique mieux avec son proche et qu'il ait une posture plus adaptée à la situation que vit son proche. Voilà. Et la réflexion que vous portez, madame, elle est très présente à l'esprit aussi de PSSM France, puisqu'il y a plusieurs modules qui se développent, un module population générale, un module adulte intervenant auprès des jeunes, et puis un module jeunes entre eux. Donc ça fait partie effectivement du processus pédagogique qui doit nous permettre à terme d'aller jusqu'aux populations jeunes elles-mêmes. C'est ça. Merci pour le partage de vos réflexions. Alors, Madame Bataillé, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bonjour, Ah, je crois que normalement ça devrait être bon. Je suis désolée, Oui. c'était complètement bloqué et je peux même pas écrire dans le chat. Donc voilà, désolée, mais ça y est, ça s'est débloqué. Merci beaucoup. La parole est-ce est que vous à voulez... vous. J'y vais du coup, ok. Vous voulez vous Ça marche. présenter, voilà, Ok. voilà, comment fonctionne votre association, comment vous mettez en place des projets de santé mentale auprès des enfants et des familles sur votre territoire. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Lise Bataillé, je travaille pour les Francas de Tarn-et-Garonne. Donc les Francas, c'est une fédération nationale d'éducation populaire qui travaille pour les droits de l'enfant et qui vit en association départementale
en fonction des territoires. Le projet sur lequel on m'avait sollicité pour témoigner, c'est le projet des loisirs nomades, qui est un projet d'animation itinérante sur les quartiers prioritaires de la ville, donc au milieu des quartiers. Nous, on va plutôt avoir cette position, comme l'a dit Monsieur Rigoulot, d'association en fait au local qui va être auprès en direct, en animation auprès des habitants, des enfants, des jeunes. Donc, ce sont des animations qui se font toutes les semaines sur un jour, un lieu, avec du coup une régularité qui permet une connaissance et un lien régulier aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes sans enfants, tout public. C'est libre, gratuit, sans inscription. Et qui va permettre de mener des ateliers, de donner accès aux loisirs, à des activités culturelles, sportives. C'est une animation de lien social, d'expression aussi. On anime de nombreux moments d'expression radio, d'expression sur des sujets, sur les actualités, sur ce qui se passe dans le quartier, ce qui se passe pour les gens. Et de ce projet-là existe tout un tas d'autres projets en lien avec tous les partenaires, en fait, que ce soit les partenaires de la politique de la ville et plus largement du droit commun. Donc sur un quartier, ça fait 2 ans qu'on expérimente un projet axé autour de la santé, en se disant qu'en s'appuyant sur les loisirs nomades qui existent déjà, avec l'animation de l'équipe des Francas, salariés et bénévoles, et des habitants, où le lien de confiance dont vous avez parlé aussi, Monsieur Rigoulot, existe et ancré. On va aller travailler, permettre des ateliers de sensibilisation, de dépistage, d'expression autour de la question de la santé sur différentes thématiques, dont la santé mentale, avec l'idée de se dire que le projet en soi va contribuer, on l'a dit aussi, par rapport à tout le travail sur les compétences psychosociales, sur comment on va travailler le collectif, le lien entre les gens, en proximité. Et donc, ce projet de prévention santé, il est travaillé avec tous les partenaires, avec la Maison des Ados, le PAEJ de notre territoire, avec des associations qui travaillent avec Promotion Santé, avec l'ASE, la PJJ, tous les partenaires en fait qui vont travailler autour de l'enfance, parce qu'on allie vraiment cette question espace éducatif, social qui va être sur l'espace public, avec une orientation vers des professionnels qui vont être qui vont pouvoir répondre un peu plus précisément en détail à plusieurs situations, et qui vont aussi, eux, venir sur l'espace public pour se présenter, pour rencontrer les habitants. Et l'idée, c'est que ça contribue à ce maillage-là, qui est effectivement assez important dans le côté comment on va aller au quotidien, régulièrement, poser la question de, en fait, comment ça va, qu'est-ce que c'est les actualités pour les personnes, quelles ressources elles peuvent utiliser, qu'elles ont, elles en interne, qu'est-ce qui pourrait être important pour elles ou qui pourrait les intéresser, et aussi d'avoir un biais de se dire comment on travaille en étant là, en étant présent régulièrement, en étant à l'écoute, en développant une posture d'animation un peu entre deux, qui va permettre de pouvoir recueillir des besoins, l'expression, donner confiance. Et donc, c'est quelque chose qu'on met en place sur ce projet-là spécifiquement, et on croit vraiment, on partage aussi l'idée de se dire que c'est un travail, c'est quelque chose qui va se travailler dans tous les espaces éducatifs qui existent, que ce soit scolaire, périscolaire, extrascolaire, avec les jeunes et les professionnels. Voilà. Peut-être je vais pas être plus long parce qu'il est 32, je m'arrête là. Merci beaucoup en tous les cas pour votre témoignage. Donc ça permet aussi de voir comment on peut partir d'une association qui est déjà implantée auprès des résidents du QPV sur un projet qui existe déjà, et comment on travaille cette thématique à partir de ce qui existe. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en tous les cas à Madame Bataillé dans le chat, on pourra y répondre après. Et donc, Monsieur Raïs, je crois que votre micro est ouvert. Vous pouvez aussi peut-être témoigner de votre expérience de psychologue clinicien au sein des QPV de Nîmes. Et voilà, quelle est votre approche de travail? Écoutez, je vais vous demander de vous rapprocher d'Andrea, Monsieur Raïs, pour essayer de régler ça. Et nous, on va continuer à prendre les questions parce qu'on approche vraiment de la fin du webinaire. Alors, je vais essayer de reprendre un peu les questions qui ont été posées dans le chat. Pour celles et ceux qui peuvent rester, pour les autres, je comprends que vous devez nous quitter. En tous les cas, le replay du webinaire sera disponible sur notre site internet, et on fera également une FAQ si jamais on n'a pas le temps de répondre
à toutes les questions. Donc, nous avons une question de Violaine Foison, donc, qui est coordinatrice de la cité éducative de Béziers. Donc, qui dit la formation, délivrer des connaissances, c'est bien, mais comment sera travaillé le changement de posture des formateurs? Incarner le changement souhaité. Alors, je ne sais pas si vous voulez. J'ai répondu à l'enjeu est fort du changement de posture. Au niveau national, il y a sur le développement des CPS, ça va être mis dans toutes les formations initiales. Déjà, ça, c'est déjà très important. Au niveau de l'éducation nationale, cette instruction est très fortement portée avec un travail sur les CPS dans les programmes scolaires. Il y a un nouveau programme éducation bioaffective et sexuelle avec le travail sur les CPS auprès des enfants de la maternelle au lycée en travaillant les compétences. Donc, il y a un changement de posture, ça c'est sûr. Donc, ça sera long, mais c'est du coup l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est de faire le plaidoyer pour comprendre que ça va être un peu long, mais que tout le monde va s'y mettre dans le sens où on va former, accompagner. On accompagne déjà beaucoup les associations. Et puis, on va essayer d'aller aussi chercher les parents. Hein. J'ai répondu à la question, que ce soit même d'en former des professionnels des maternités qui sont en lien avec les parents. Et puis d'aller dans les entreprises, voilà, de se faire aider aussi des professionnels, des MSP, des CPTS, des maisons des ados qui sont aussi en lien avec les parents. Enfin voilà, d'essayer vraiment de coordonner des actions sur des territoires où on va, je vais dire, embarquer tout le monde et de voir après comment on va pouvoir transposer ça à des départements plus grands. Enfin voilà, l'idée, c'est d'en parler déjà beaucoup, mais voilà, on m'a demandé pour les formations si on peut avoir une formation pour délivrer des programmes. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, oui, c'est ça aussi, c'est-à-dire de former à la fois sur comment on met en place un programme CPS de qualité avec les critères. Donc, ça, Promotion Santé nous aide et Santé publique France. Et puis après, ça va être aussi de travailler ses propres CPS. Il faut déjà, vouloir travailler CPS avec les enfants et les jeunes, il faut déjà aussi avoir cette sensibilisation et retravailler un peu les siennes parce que c'est vraiment quelque chose qui est très fortement porté. Dans les critères d'efficacité, il y a ça en premier. Retravailler ces CPS et c'est un changement de posture en effet parce que quand on travaille les CPS, c'est pas en one shot, en une fois, il faut répéter. Et c'est pour ça que l'éducation nationale le met dans leur programme scolaire hein, parce que c'est eux qui sont au cœur du travail avec les enfants. Et ce ne sera pas forcément une association qui va venir, elle viendra peut-être en plus sur un projet de prévention, un projet global, mais vraiment c'est de changer de posture professionnelle, que ce soit pour ceux qui accompagnent, mais aussi pour les parents. Donc c'est pour ça que ça risque d'être long, c'est pour ça que c'est une instruction qui est sur 15 ans, parce que ça se continuera après, hein, ça c'est sûr, c'est un enjeu en France qui est très fort. Merci pour votre réponse. Alors, on a une autre question. Je ne sais pas si un des intervenants pourrait y répondre parce que personnellement, je n'ai pas la réponse, mais c'est est-il prévu le déploiement d'une maison des adolescents sur le Gard rhodanien? Alors, la maison des ados, alors moi je peux répondre parce que mais Monsieur Rigolo va répondre aussitôt, parce que je ne le vois plus, mais s'il est là, il peut répondre. Oui, je suis là. Écoutez, le déploiement des maisons des adolescents, il se construit au forceps, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est avec un dispositif qui est très ambitieux. Le cahier des charges des maisons des adolescents, il parle des MDA comme le pivot de la santé des jeunes sur les départements. Il y a un vrai défi là-dessus, hein, sur notre capacité d'action. Je crois que le déploiement, il est lié d'une part au financement, ça c'est évident. Il est aussi lié à notre capacité à créer des espaces de travail de réseau, des espaces de mutualisation de compétences. Donc c'est ce qu'on s'applique beaucoup à faire dans le Gard, puisqu'on a des équipes sur les 2 antennes MDA qui sont des équipes mutualisées, avec des salariés en propre, des personnels mis à disposition par des institutions partenaires et puis des partenaires, des prestataires de services qui sont assimilés équipes. Je crois que c'est en nourrissant un peu cette pluralité à l'intérieur des équipes qu'on va arriver à déployer des dispositifs sur les territoires. À terme, la cartographie idéale du Gard, elle est bien du côté de une maison sur chacun des 3 intersecteurs de pédopsychiatrie avec de la déclinaison en infra. Et le territoire bagnolais est très concerné par ça, d'autant qu'on a une histoire ancienne avec Bagnoles, avec un dispositif
qui préfigurait mon soutien psy qui s'est tenu pendant 6 ou 7 années sur ce territoire-là avec beaucoup de réussite et du coup beaucoup de manque et de vide une fois qu'il a cessé d'exister. On continue de maintenir une petite activité sur ce territoire-là, plutôt du côté d'action de prévention ou de soutien professionnel. Mais c'est évident que ça fait partie des territoires prioritaires. Si demain on est amené à se développer, on pourra le faire par là. Et puis là, je termine là-dessus, la stratégie de l'association ici, elle se déploie de manière très articulée entre deux propositions qui sont celle de la Maison des Adolescents, qui est une équipe mutualisée dans des murs, et celle du PAEJ, Point Accueil Écoute Jeune, qui est une équipe qui, elle, est très mobile, en tout cas dans le Gard, et qui vient essayer de compléter un peu l'offre de la MDA aussi, avec des enjeux de mobilité qui sont un peu différents. Mobilité, j'entends là aussi mobilité géographique, mais aussi psychique, c'est-à-dire comment on accompagne des jeunes à se réinscrire dans du lien, là où ils peuvent être très très éloignés de dispositifs classiques d'accompagnement. Merci pour votre réponse. Une question pour Madame Batailly de la part de Aline Vazeux. Est-ce que vous êtes en lien avec le SDGES du Tarn-et-Garonne pour vos interventions dans les temps de loisirs des jeunes enfants? Avez-vous construit une réflexion avec le SDGES sur le sujet des CPS? Oui. Merci, je voulais répondre en plus et je peux vraiment pas écrire dans le chat, donc merci pour la question. Oui, et on travaille fortement en lien avec le SDGES sur les questions de continuité éducative et la question des CPS est tout à fait présente. Et dans le Tarn-et-Garonne, je ne sais pas si c'est au niveau régional, j'imagine aussi, mais il y a tout le travail avec le CEDESC aussi en lien avec l'éducation nationale, avec le SDGES pour travailler sur ces questions-là. Et nous, on le travaille effectivement avec dans tous les espaces de loisirs associés à l'école, que ce soit les ALAE ou les ALSH. Donc, on est en lien, on travaille en continu, on peut dire, avec le SDGES sur ça. Merci pour votre réponse, Madame Bataillé. Une intervention de Madame Aigret à nouveau. Oui, oui, parce qu'on n'a pas parlé du numérique et nous, dans le Tarn, on est invités à aller voir un petit peu comment travailler avec le numérique, sachant que pendant le Covid, notre MEJC avait été efficace avec les promeneurs du net, là, et des parents qui s'étaient beaucoup plus investis derrière la caméra, là, par la vidéo, que par les rencontres en présentiel que proposait la MEJC. Voilà, je ne sais pas si ça traverse les possibles, ça. Bon, vraiment désolé pour cet incident qui dépasse bien ma volonté. Rapidement, je sais qu'on est un petit peu bousculé par le temps. Nasser Raïs, donc, je suis psychologue clinicien et psychologue formé en psychologie interculturelle. Donc, tout ce qui se joue entre la cité et les croyances des habitants, des populations que je suis. Je suis donc psychologue au sein de dispositifs Radéo de la Maison des Adolescents du Gard. Nous travaillons autour des familles qui ont à un moment donné perdu leurs enfants, qui sont partis en zone de guerre, et donc on travaille autour de la famille, de la fratrie. Ça, c'est un travail que je fais au sein de la Maison des Ados, dans le dispositif Radéo. Dans le dispositif Radéo aussi, j'interviens dans les actions collectives, c'est-à-dire auprès des élèves collégiens de 5e, 4e, avec un volet d'ateliers de parole. Donc, il s'agit de paroles de ces jeunes. Ce n'est pas un cours, mais c'est un moment d'échange avec ces jeunes qui habitent dans les QPV et ils sont dans une cité, dans un espace de vie, dans un environnement social et culturel. J'ajoute culturel parce qu'il s'agit de la culture de ces populations qui viennent d'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a vraiment une concentration de ces populations-là dans ces quartiers. Et donc, il faut travailler cette question de l'appartenance, de la représentation culturelle et des codes culturels de ces populations-là. Et les élèves, quand ils arrivent au collège, ils véhiculent aussi tout ce bagage culturel et ces représentations de leur culture. Et à un moment donné, il se passe quelque chose entre ces représentations culturelles, entre ce qu'ils vivent dans leur environnement clos, bien évidemment. Ils nous disent, on est entre nous, c'est entre soi. Et quand ils arrivent dans les collèges, ils sont encore entre eux, mais c'est la seule frontière qu'ils franchissent,
c'est la barrière de l'école. Ils sont dans un espace de savoir et de connaissance. Et à ce moment-là, il se passe des choses, mais ils viennent bien évidemment poser des questions, bousculer les codes parfois de la science, qui leur posent un problème au niveau de leur propre idée de la science. Et ce conflit de loyauté dont tu parlais tout à l'heure, Philippe, il est vraiment au cœur de nos échanges avec ces élèves, où la question forte de leur croyance, parfois, elle vient s'interposer au discours de la connaissance et de la science. Je parle par exemple, je fais allusion à la théorie de l'évolution. Ces élèves avec qui je communique, ils sont dans une souffrance psychique énorme, mais ils l'extériorisent pas donc quand ils sont dans le groupe, mais quand on est face à eux en individuel, ils arrivent à l'élaborer, à la verbaliser. On prend un exemple par exemple de la violence ou de l'insécurité dont ils vivent au quotidien, ces jeunes de quartier, suite à des événements qu'on a traversés dans le territoire du Gard, ou surtout à Nîmes. Ben, il banalise la violence. Il la raconte comme s'il raconte un film. Et parfois, je me rappelle de cette jeune fille qui me dit « J'aurais aimé être dedans », parce qu'elle était en train de regarder la scène de violence qui se passait en bas de son immeuble. C'est comme si elle voulait être actrice de cette altercation entre jeunes, violente. C'est comme si elle était dans la continuité d'une série de Netflix, parce que elle me disait que tout ça, c'est ordinaire pour nous. C'est-à-dire la violence, elle est banalisée, elle fait partie de leur quotidien. Contrairement à leurs parents qui sont très inquiets, très, très préoccupés par la situation. Donc moi, j'ai constaté que chez ces jeunes-là de quartiers prioritaires de la ville, ils sont dans une solitude, ils sont isolés. Et tu disais tout à l'heure, Lucie, ils me disent de temps en temps, on va à Nîmes, alors qu'ils vivent à Nîmes. Donc il y a ce rapport au territoire qui est fragmenté, qui est clivé. C'est comme s'il y avait une frontière invisible entre les territoires, comme s'il y avait un territoire dans le territoire. Et ils le vivent très mal, ça. Ils vivent très mal cette situation, et qui procure chez eux une extrême anxiété, une extrême souffrance, et qui parfois s'est déteint sur leur apprentissage, leur comportement. Et on constate aussi chez ces jeunes-là, bien qu'ils aiment leur quartier, ils sont dans un rapport de force parfois avec les enseignants. Ils disent que les enseignants ne nous comprennent pas. Nous, on n'est pas comme les autres. Et comme si ils sont différents, et cette différence, elle est marquée par le territoire lui-même. C'est-à-dire ils sont dans un quartier clos, fermé, loin de la ville, loin de ce qui se passe dans la centre-ville. Et ce rapport à l'habitat, bien évidemment, qui est parfois insalubre, les conditions socio-économiques, il y a une précarité. Ils parlent de leur précarité. Ils disent, nous, on n'a rien ici, dans le quartier, à part les stades de foot, on est entre nous. Donc cette question de l'isolement, de la solitude, pèse beaucoup sur le psychisme de ces jeunes-là. Moi, je travaille avec eux les questions des valeurs de la République, le vivre ensemble, le fait religieux aussi, la croyance, leur propre croyance face à la laïcité. Et parfois, ils viennent interroger aussi cette notion de l'égalité. De l'égalité, elle les impacte aussi, parce qu'ils disent, elle est où l'égalité, on en est où, nous, par rapport à tout ça? Et quand on regarde aussi la physionomie de la cité, comment elle est composée, comment elle est construite. Et quand ils vont au collège ou au lycée, ils nous disent ceux qui viennent nous donner du savoir, ils sont différents de nous.
Ça, c'est la parole des jeunes. Rien qu'hier, avant-hier, on a fait un théâtre forum dans un collège à Romain-Rolland, où les élèves, quand on leur a demandé de jouer une scène qui les préoccupe dans leur quartier, on les a divisés en quatre groupes de 3. Ben, tous les groupes ont joué la même scène, comme si c'était quelque chose d'évident. Ils ont tous joué une scène de violence, de trafiquants de drogue, et on voit les jeunes qui sont là, qui regardent, qui décrivent au détail la scène avec les armes et la panique la panique du quartier. Voilà. Donc, bien qu'ils ne le montrent pas, ils vivent quand même cette anxiété en permanence, même si elle est scotomisée. Et ça passe aussi par l'expression corporelle aussi, hein, par se montrer comme les grands, mais ils sont encore adolescents en mouvement. Mais eux, ils me disent, moi, c'est bon, ça va, j'ai compris le jeu des grands. Dans ces groupes de parole, on travaille aussi avec des outils comme le photolangage, comme la mise en situation des scènes. On travaille aussi un peu les situations des jeunes en face d'autres jeunes qui ils font connaissance avec d'autres jeunes qui n'habitent pas leur quartier. Et là, c'est un peu le travail du théâtre invisible. Et tout se passe par le biais du corps. Et le corps, il est en mouvement, mais le corps, il parle. Ben, ils vont jouer des scènes vraiment parfois violentes, mais qui ne cautionnent pas au fond d'eux. Je travaille aussi en individuel parce que le département met à ma disposition deux permanences psychologiques dans des quartiers, le quartier de Mas-de-Mingue et le quartier de Pissevin, avec 2 associations où les habitants de quartier viennent en consultation individuelle. Là, on est sur l'individuel, et dans l'individuel, il y a autre chose qui vient, c'est-à-dire toute la surcharge mentale des parents, et qui sont inquiets pour leurs enfants, pour la scolarité de leurs enfants, avec toutes les problématiques du comportement et des addictions aussi. Hein. Donc, c'est question de l'addiction, parce que le quartier, il est pas en sécurité. Et tous les parents sont inquiets par rapport à cette dynamique du quartier où il se passe des choses. Si je reprends la parole des parents, nos enfants sont en danger parce que j'ai pas envie que mon fils termine en prison. Vous voyez ce poids qui est exercé sur les parents parce que le quartier, il est source d'angoisse et d'anxiété. Bien que les parents ne veulent pas déménager parce qu'il y a une dynamique positive. Il y a de la solidarité, il y a bien évidemment, il faut le dire aussi, il se passe beaucoup de choses dans les quartiers parce qu'il y a un tissu associatif qui participe au bon fonctionnement et au bien-être aussi des habitants dans l'ensemble. Donc moi, je suis au carrefour de tous ces dispositifs-là. Donc je participe aussi au groupe de parole de jeunes en dehors du collège où 2 fois par mois, avec des associations, on met en place des groupes de parole où les associations proposent aux jeunes qui font des soutiens scolaires de venir échanger avec un psychologue. Et là, les jeunes, c'est eux qui ramènent les thématiques. Ils veulent parler de l'égalité filles-garçons, de leur sexualité, même si c'est un tabou, de la place de la religion dans la société française. Ils parlent aussi de la citoyenneté, de ce conflit de loyauté. Nous sommes citoyens, mais nous sommes ici et là-bas, nous sommes ni là ni là-bas. Donc il y a toute cette question de la souffrance identitaire aussi qui vient poser des frontières entre ici et là-bas. Et beaucoup de jeunes expriment leur mal-être identitaire et qui impacte aussi leur santé mentale. Ce travail-là, il est articulé aussi avec le réseau territorial. Moi, je travaille en réseau avec les pédopsychiatres, avec les médecins,
avec les orthophonistes, parce que parfois des enfants, ils ont des problématiques du langage, du comportement. On a beaucoup aussi d'enfants qui ont des troubles de l'attention et de la concentration avec ou sans hyperactivité. Beaucoup d'enfants sont dans cette situation-là. Donc, il y a un travail aussi autour du réseau territorial, soit local ou départemental, dans la prise en charge de ces problématiques psychiques et comportementales. Pour finir, j'essaye de créer cette alliance avec ces jeunes-là, que disait tout à l'heure Philippe, la confiance. Il y a une confiance parce que ils me disent tu nous ressembles. Donc, alors qu'ils ont besoin de libérer la parole à partir du moment où ils ne sont pas stigmatisés. Ils ne sont pas vus comme étrangers. Parce que cette question d'étranger, elle traverse leur parole tout le temps. Et je leur dis non, vous êtes français, vous êtes nés ici, vous parlez très bien français, vous êtes. Mais ils disent non. Pourquoi on n'est pas comme les autres? Et beaucoup de jeunes pensent partir parce qu'ils se sentent pas bien. Il y a cette question du mal-être à l'intérieur de la cité, à l'intérieur de l'environnement social. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est chez ces jeunes-là, c'est l'incapacité de se situer comme citoyen. C'est-à-dire cette notion de l'appartenance à la France, de l'appartenance à la nation, à la ville, est encore ambivalente, hein, encore pas, comment je peux dire, pas élaborée, pas claire encore. Donc je pense qu'on a tout un travail à faire autour de comment, j'aime pas le mot intégrer, comment leur permettre un espace d'écoute, mais bienveillant, pas stigmatisant. Ces jeunes, ils sont pleins de talent, pleins d'énergie, pleins de créativité, parce que je collabore aussi, nous, avec la Maison des Ados aussi, on collabore avec une production cinématographique. Il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent aller vers le versant artistique, et quand ils sont dans cet espace de créativité, ils sont juste impressionnants, contents, parce qu'on leur a donné cette place-là. Donc je pense qu'il y a cette question de l'accompagnement, mais avec bienveillance, pas avec l'idée de on va vous aider parce que vous avez besoin. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin juste d'être reconnus comme étant un adolescent comme les autres. Et moi, je pense, ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dans ces quartiers-là, et je vois le potentiel personnel, le potentiel psychosocial, le potentiel culturel. C'est juste comment le valoriser et lui donner sa propre place. Et j'en suis sûr que ces jeunes-là n'ont pas arrêté encore de nous étonner de leur capacité de créativité et tout le potentiel personnel qu'ils ont. Voilà. Je ne sais pas si je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, mais si vous avez des questions. Merci beaucoup en tous les cas pour tous ces apports, c'est très enrichissant. Alors, il y a une question, mais je pense que M. Rigoulot voulait d'abord intervenir peut-être. C'était juste pour répondre à la question qui avait été posée juste avant que Nasser intervienne sur le numérique. Je ne sais pas si c'est ça la place maintenant ou pas. On va peut-être répondre à la question suite à l'intervention de Nasser, et ensuite on reviendra sur le numérique, effectivement. Merci. Alors, donc, Monsieur Nasser, une question de Caroline Boulinguet. Comment lever les freins des familles pour consulter un psychologue? Les familles et les jeunes ont souvent des mauvaises représentations liées à cette profession. Absolument. Alors, si on remet ça dans le cadre des codes culturels et des représentations de la place du psychologue dans le soin, on est encore loin. On n'est pas encore. C'est pas encore dans le répertoire culturel d'aller voir un psychologue. Ceci dit, si on va vers, les gens viennent.
Moi, ça fait maintenant 6 ans que j'interviens auprès des populations où le département a mis à ma disposition deux permanences psychologiques par semaine où les habitants viennent. Et quand je parle des habitants, la majorité des patients, c'est des patientes, c'est des femmes de quartier avec cette problématique de la surcharge mentale et de la trajectoire migratoire. Je suis arrivé dans un quartier où, si on parle des primo-arrivants, un peu bousculé, comment éduquer mes enfants vont dans une école française, je ne connais pas les codes de l'école, de l'enseignement, je ne parle pas, il y a la barrière de la langue, mais quand on met à disposition une permanence psychologique, je parle bien évidemment dans les quartiers prioritaires de la ville, où il y a une concentration de population nord-africaine et subsaharienne, avec bien évidemment la dimension de la religion musulmane, dont moi je travaille justement bien dans le cadre de Radéo Maison des Ados, c'est parce qu'on fait de l'interculturalité, de la transculturalité dans notre démarche de consultation quand les personnes viennent. Donc ça facilite l'accès à la parole, à l'élaboration, et on se déplace. Ça, c'est la première étape. Après, ils intègrent la notion de la psychologie, et beaucoup de ces familles, ils disent, moi, je ne pensais pas que c'était ça la psychologie. Je pensais qu'on était fous, que vous allez nous donner des médicaments et que mes enfants ne sont pas fous. Comme par exemple cette maman qui me dit, on voulait que mon fils redouble et on me dit qu'il ne parle pas bien. Mais mon fils parle bien. Et bien, quand je parle avec lui, il me répond bien. Elle ne savait pas qu'il avait des problèmes il avait une dyslexie avec une dyspraxie qui a été. Et moi, je facilite l'accès à comprendre le suivi orthophoniste ou d'aller voir un pédopsychiatre ou de consulter un neurologue. Mais ça, ce n'est pas évident. Mais quand on offre cet espace au sein de la cité, à l'intérieur des bâtiments, je vous assure que là, on est en train de voir si on ne peut pas multiplier ces permanences parce que ça a donné des résultats. Et quand ces parents viennent, ils ramènent aussi leurs enfants. Donc, on a accès aux jeunes, à la santé mentale des jeunes. Quand ils viennent avec juste une situation, oui, il n'écoute pas, il est insolent, mais finalement, quand on travaille avec le jeune en consultation individuelle, il est harcelé, il vit dans un contexte familial où il y a de la violence intrafamiliale, où il y a des problématiques d'handicap à l'intérieur de… Vous savez, donc on arrive à faire de la psychologie systémique. Donc, on travaille autour de la famille. Finalement, je pense que ces familles-là ont besoin d'aller voir un psychologue, mais il faut juste, j'allais dire, vulgariser et simplifier l'accès à la clinique psychologique. Merci infiniment en tous les cas pour votre réponse et pour tous vos apports. Alors, je laisse peut-être la parole du coup à Monsieur Rigoulot qui voulait rebondir par rapport à une question qui avait été posée par une intervention de Madame Négré juste avant. Voilà, et ça sera la dernière intervention qu'on prendra avant de clôturer ce webinaire. Il me semble que c'était une question autour des usages numériques et c'était un peu cette question-là. Je crois que comme beaucoup de pratiques adolescentes, celle des usages numériques, on se doit de l'envisager à la fois du côté de son côté délétère, et je ne nie pas les apports notamment des sciences cognitives sur les effets délétères de l'exposition aux écrans, etc. Mais je crois qu'on n'ira pas très loin si on se met en opposition et si on est du côté de l'interdit. L'interdit, il n'a jamais porté en soi les germes ni de la pédagogie, ni du changement des comportements. Donc je crois qu'il y a alliance à faire aussi avec cette matière-là, du numérique. Et je m'appuie simplement pour le dire sur l'exemple qu'on a développé ici autour de médiation thérapeutique à jeu vidéo, c'est-à-dire la console de jeu, le jeu vidéo envisagé comme un espace de médiation qui permet d'avoir accès à des adolescents qui ne sont pas disponibles pour un entretien psychologique classique en face à face et qui ont besoin d'un détour autre que celui de la parole pour verbaliser des émotions, des ressentis, des perceptions et ensuite intellectualiser tout ça. Donc on a mis en place des médiations par le jeu vidéo avec un temps de jeu avec le psychologue et l'adolescent.
et un temps ensuite de reprise autour de ce qui s'est joué pendant le jeu. Et je crois qu'il y a des effets très intéressants là-dessus. Donc je ne voudrais pas qu'on diabolise trop. Il faut prendre la mesure des effets effectivement délétères, mais faire alliance aussi avec ça. Parce que c'est parce qu'on fait alliance qu'on pourra aussi toucher des adolescents qui ne viendront pas nous voir par ailleurs. Et il y a des effets aussi derrière sur les parents et d'une manière générale sur la représentation qu'on peut se faire des mondes numériques. Et je rejoins tout à fait Nasser dans sa vision autour des potentialités des adolescents sur les réseaux sociaux. On voit le pire comme le meilleur. Il y a des campagnes de dénigrement, de cyberharcèlement. Il y a aussi des campagnes de soutien majeures entre adolescents sur tel ou tel effet. C'est aussi des espaces où ils partagent des préoccupations. À nous de les investir correctement en responsabilité dans des postures d'adultes aussi apprenants. On a des choses à apprendre d'eux. On n'est pas tous sachants là-dedans. Et pourquoi pas en profiter pour être acculturés par des adolescents sur ces enjeux-là. Merci. Et bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rigolo. C'est une belle conclusion en tous les cas pour ce webinaire. Donc, je tenais vraiment à remercier chaleureusement tous les intervenants pour vos interventions qui ont été très riches et très diverses. Également, merci aux participants pour votre présence, pour vos questions et encore désolé pour les problèmes techniques. Donc, un replay du webinaire sera disponible sur notre site internet. On va essayer de faire en sorte qu'il soit un peu plus fluide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On mettra en place une FAQ qu'on publiera également sur le site internet. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et encore un grand merci à tous nos intervenants.